Il a fait rire des millions de personnes à travers l'Europe avec rien de plus qu'une démarche chaloupée, un clin d'œil malicieux et une allure exagérément théâtrale, transformant des scènes ordinaires en explosions de joie absurde. Aldo Maxione, l'homme derrière l'un des personnages comiques les plus emblématiques du cinéma français et italien, est passé des modestes planches de Turin aux écrans étincelants des années 1970, adoré du public pour son humour irrésistible mais souvent cauchemardesque pour les réalisateurs qui tentaient de dompter son génie imprévisible. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir plus de récits fascinants sur les légendes oubliées du cinéma. Il a bâti une légende faite d'humour absurde et de bravade théâtrale, mais une fois les caméras éteintes, l'homme derrière le masque a disparu dans un silence énigmatique jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé avec cet artiste unique, ce clown triste qui avait encore tant à offrir au monde, et pourquoi a-t-il choisi de s'éloigner alors que son étoile brillait encore si fort? Plongeons dans la vie de cet homme qui a fait de la comédie un art de vivre, un voyage rempli de rires tonitruants, de chutes mémorables et de secrets bien gardés qui révèlent l'âme fragile derrière le sourire en coin. Né le 27 novembre 1935 dans la ville industrielle de Turin, en Italie, Aldo Maxione grandit dans une famille ouvrière où le rire est une monnaie précieuse, un remède contre la grisaille quotidienne des usines et des rues pavées. Fils d'un ouvrier d'usine et d'une mère au foyer qui élève ses enfants avec une tendresse infinie, Aldo montre dès l'enfance un sens aigu du timing comique et de l'imitation, des talents qui vont définir toute sa carrière comme une symphonie de gestes exagérés et de mimiques irrésistibles. Ses idoles de jeunesse ne sont pas les chanteurs d'opéra italiens ni les footballeurs adulés de la Juventus, mais les stars du cinéma américain qui illuminent les écrans sombres des salles de quartier. À la maison, autour de la table familiale éclairée par une lampe à pétrole, il amuse ses parents et ses siblings en imitant l'énergie frénétique de Jerry Lewis, avec ses chutes acrobatiques et ses grimaces folles, ou le charme assuré de Clark Gable, gonflant le torse et arquant les sourcils avec une précision hilarante. Il ne se contente pas d'imiter, il interprète, étudiant leur langage corporel, leurs tics nerveux, leur silence lourd de sens, comprenant instinctivement comment faire rire les gens non pas avec des mots, mais avec un simple haussement d'épaule ou un regard en coin qui en dit long. Au début des années 1950, alors que l'Italie se relève des ruines de la guerre, Aldo fait ses premiers pas sur scène en participant à un radiocrochet populaire, une émission de talent radiodiffusée qui préfigure les concours télévisés modernes comme une fenêtre sur les rêves des jeunes talents. Sa victoire, remportée avec une imitation hilarante d'un crooner italien exagérément romantique, lui ouvre les portes d'un théâtre local à Turin, où il se distingue non par une formation classique, il n'a jamais fréquenté les académies prestigieuses, mais par une présence scénique brute et magnétique, comme un feu d'artifice qui éclate sans prévenir. Le public est captivé par sa gestuelle, il peut provoquer un éclat de rire général avec un faux pas calculé ou une grimace outrée qui transforme son visage en masque comique. Ce théâtre devient son laboratoire personnel, où soir après soir, sous les lumières tamisées et devant des rangées de sièges usés, il teste de nouveaux numéros, affine son rythme comique et découvre la puissance du silence entre les gags, ces pauses qui font monter la tension avant l'explosion de rire. Peu après, il est recruté dans un groupe qui va marquer la décennie suivante de sa vie, les Brutaux, formés avec d'autres artistes italiens comme Gianni Zulo, Ettore Bruno, Jacques Guerini et Elio Piatti, un mélange déjanté de rock'n'roll, de burlesque et de parodie qui défie toutes les conventions. Les Brutaux deviennent rapidement une sensation en France et en Italie, où leur énergie anarchique s'accorde parfaitement avec la contre-culture juvénile de l'époque, une ère de rébellion joyeuse contre les normes rigides de l'après-guerre. Ils ne se contentent pas de chanter, ils se jettent contre les murs avec une vigueur théâtrale, tombent de leurs chaises en cascade, portent des costumes ridicules qui claquent comme des drapeaux dans le vent, et lancent des blagues improvisées en plein milieu d'une chanson, transformant chaque concert en chaos organisé. Se produisant à l'Olympia de Paris, l'une des salles les plus prestigieuses d'Europe, ils font souvent la première partie de grandes stars comme Sacha Distel, où leur folie contraste avec l'élégance polie des têtes d'affiche. C'est lors de l'un de ces spectacles que Aldo dévoile ce qui allait devenir sa marque de fabrique immortelle, la démarche Maxione, une allure ridicule et hyper masculine, torse bombé comme un pan en parade, balancement de hanches exagéré qui parodie la bravade macho tout en invitant le public à rire de l'ego surdimensionné. Inspiré en partie par Alberto Sordi, une autre légende comique italienne connue pour ses rôles de vantard pathétique, cette démarche n'est pas qu'un gag, c'est une déclaration, une invitation à l'absurde qui transcende les langues et les cultures. Le public est conquis sur le champ, et rapidement, les tabloïds français le surnomment Aldo la classe, une expression à la fois ironique et affectueuse qui capture son charme irrésistible.
La démarche devient si populaire qu'elle est imitée par les écoliers dans les cours de récréation, parodiée dans d'autres films et même montrée dans les émissions de variété françaises comme un sketch à part entière, un phénomène viral avant l'heure qui se propage comme une traînée de poudre. La notoriété d'Aldo grimpe en flèche, et il ne faut pas longtemps pour que le monde du cinéma vienne frapper à sa porte avec insistance. En 1970, le réalisateur acclamé Claude Lelouch, connu pour ses drames romantiques comme Un homme et une femme, décèle chez Maxion une étincelle unique que d'autres avaient ignorée, une présence qui peut illuminer même les rôles secondaires. Lelouch lui offre un rôle dans Le Voyou, un film policier sombre avec Jean-Louis Trintignant, non pas dans un personnage comique, mais comme un acolyte qui apporte un contraste inattendu et une profondeur à l'ambiance noire et tendue du récit. La capacité d'Aldo à voler la vedette avec un simple regard en coin ou un geste nonchalant ne passe pas inaperçu, il transforme des scènes mineures en moments mémorables, prouvant qu'il est bien plus qu'un clown de scène. 2 ans plus tard, Lelouch fait à nouveau appel à lui pour L'aventure c'est l'aventure, une comédie criminelle loufoque avec Lino Ventura, Charles Denner et le légendaire Jacques Brel, où une scène culte voit les personnages se lancer collectivement dans une interprétation hilarante de la fameuse démarche Maxion, un moment où fiction et réalité se confondent en un éclat de rire général. Ce n'est plus juste un homme drôle avec une allure absurde, Aldo est devenu un phénomène culturel, un nom qui fait vendre des billets et remplir les salles. Le film est un immense succès à travers l'Europe, établissant Maxion comme bien plus qu'un effet de mode passager, il est une force comique à part entière, un acteur dont la présence garantit des rires et des recettes au box-office. Les réalisateurs comprennent alors que l'invité sur un plateau, c'est injecter une dose d'énergie chaotique qui peut transformer un script ordinaire en or comique. Avec L'aventure c'est l'aventure, son étoile est solidement ancrée au firmament du cinéma, et l'Europe entière s'incline devant ce Turinois qui a conquis les cœurs avec rien d'autre que son corps comme instrument de joie. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Aldo Maxion se transforme d'un artiste de scène excentrique en une icône culturelle inattendue, son charisme, son sens du timing et sa physicalité franchissant les barrières linguistiques comme si elles n'existaient pas. Il n'a pas besoin de dialogue élaboré ni de profondeur émotionnelle complexe, il utilise le mouvement, le rythme et l'expression faciale pour provoquer des rires qui résonnent dans les salles obscures et les foyers. Ce qui avait commencé comme les imitations d'un garçon des légendes hollywoodiennes autour de la table familiale s'est mué en une véritable révolution comique, et l'Europe en est témoin, applaudissant un homme qui fait de l'absurde un art de vivre. Conquérir la comédie, un faux pas à la fois pendant l'âge d'or du cinéma burlesque européen dans les années 1970 et au début des années 1980, Aldo Maxion ne se contente pas de suivre la vague, il est la vague elle-même, avec une démarche défiant la logique et un visage taillé pour l'incrédulité outrée. Il ne court pas après les rôles graves ou subtils, au contraire, il se jette à corps perdu dans des personnages ridicules, flamboyants et outrageusement excessifs, où chaque geste est une explosion d'humour physique. Ce que les critiques prennent souvent pour de la bouffonnerie pure est en réalité une performance finement calculée, une maîtrise instinctive du rythme comique, du langage corporel et de l'art de captiver un public d'un simple regard en coin qui en dit plus qu'un long monologue. Entre 1975 et 1982, Maxion est pratiquement omniprésent dans le cinéma français et italien, enchaînant les rôles qui exploitent son talent pour l'exagération joyeuse. Ses collaborations avec Pierre Richard sont particulièrement iconiques, formant un duo inoubliable où l'un est nerveux et maladroit, l'autre bruyant et inconscient, une chimie qui relève de l'alchimie cinématographique pure et qui fait hurler de rire les salles combles. Dans Je suis timide mais je me soigne, il incarne un faux dandy assistant un héros socialement maladroit joué par Richard, et leur interaction transforme le film en un festival de gags visuels et de quiproquos hilarants. Le succès est retentissant, attirant près de 2,7 millions de spectateurs en France, consolidant la réputation d'Aldo comme un faire-valoir comique irrésistible qui peut porter un film sur ses épaules larges et bombées. La même année, il brille dans C'est pas moi, c'est lui, partageant à nouveau l'écran avec Richard dans une intrigue tournée autour d'une confusion d'identité et d'ego surdimensionné dans le showbiz, des thèmes qui reflètent de près la propre vie de Maxion, avec ses hauts et ses bas sous les projecteurs. Dans ce film, il joue Aldo Barazzuti, un vantard pris dans un tissu de mensonges extravagants, et il se parodie lui-même avec une délectation évidente, transformant son personnage en un miroir comique de sa persona publique. Le public français adore cette mise en abîme, et même les critiques commencent à reconnaître que le slapstick d'Aldo cache une réelle conscience de soi, une intelligence qui élève le rire au rang d'art. Dans Plus beau que moi, tu meurs, réalisé par Philippe Clair, Maxion touche presque à l'autoparodie absolue,
interprétant un gigolo italien enchaînant les catastrophes amoureuses avec une vanité tragicomique qui fait rire aux larmes. Le public rit du personnage parce qu'il est dans le déni total, mais il y a une vulnérabilité sous ce vernis de bravade, une pointe de solitude qui rend le rire un peu amer, une performance que les critiques les plus sévères descendent pour son excès, mais qui ne laisse personne indifférent, prouvant que Maxion flirte avec la mélancolie sous le masque du burlesque. Rien dans sa carrière ne suscite pourtant plus de débat que son rôle de Tassin dans Mais où est donc passée la 7e compagnie, un film burlesque de Robert Lamoureux sur 3 soldats français tentant d'échapper à la capture pendant la Seconde Guerre mondiale, qui devient un phénomène culturel en France, attirant plus de 4 millions de spectateurs et entrant dans les annales du cinéma comique. L'interprétation d'Aldo en Tassin, un soldat charmant mais totalement à côté de la plaque, fait sensation. Sa réplique culte chef, j'ai glissé, chef, entre dans la culture populaire comme une incantation hilarante, imitée par les enfants dans les cours d'école, reprise par les adultes au bistrot, et transformant Tassin en une figure archétypale du clown militaire. Cependant, les coulisses sont bien moins joyeuses que l'écran. Maxion s'oppose régulièrement à Jean Lefebvre, qui joue le sarcastique Pithiviers, et au réalisateur Lamoureux, qui privilégie un contrôle strict sur le plateau à l'improvisation chaotique qu'Aldo adore. Son envie de improviser, de lancer des blagues hors script ou de sortir du personnage entre les prises exaspère une équipe plus conventionnelle, créant une tension palpable qui menace l'harmonie du tournage. Un jour devenu légendaire dans les annales du cinéma français, après s'être fait réprimander par Lamoureux pour avoir gâché une scène avec une improvisation trop osée, Maxion disparaît du plateau, toujours en tenue militaire, errant dans la campagne normande comme un soldat perdu dans sa propre comédie. Il finit dans un café de village pittoresque où il téléphone au producteur Alain Poiré, exigeant une limonade fraîche et des excuses formelles pour reprendre le travail. Poiré, amusé et pragmatique, envoie une voiture avec la limonade demandée, mais Lamoureux reste inflexible, refusant de céder à ce qu'il voit comme un caprice. Lorsque vient le moment de tourner la suite, on a retrouvé la 7e compagnie, l'équipe espère que Maxion reviendra, car le succès du premier film repose en grande partie sur l'alchimie du trio comique. Mais Aldo refuse catégoriquement, évoquant un conflit d'agenda insurmontable, bien que les initiés sachent que la tension avec Lefebvre et Lamoureux est devenue irréconciliable, un clash d'ego qui marque un tournant dans sa carrière. Henri Guibet est engagé pour le remplacer, et bien que le film marche bien au box-office, de nombreux fans remarquent l'absence criante d'Aldo, ce charme sauvage et imprévisible qui ne peut être imité, laissant un vide que même les meilleurs gags ne comblent pas. Les conséquences sont notables et durables, l'image de clown sympathique de Maxion en prend un coup, avec des rumeurs circulant sur son caractère instable, son ego surdimensionné et son manque de fiabilité sur les plateaux. Bien qu'il continue à décrocher des rôles jusqu'à la fin des années 1980, la magie semble s'être estompée, comme un feu d'artifice qui s'éteint dans le ciel nocturne. L'industrie, toujours avide de talents frais et plus dociles, se tourne vers de nouvelles étoiles, laissant Aldo naviguer dans des eaux plus calmes mais moins glorieuses. Alors que l'âge d'or du cinéma burlesque européen des années 1970 s'estompe progressivement, la lumière éclatante qui suivait Aldo Maxion s'éteint peu à peu, laissant place à une ombre nostalgique. Les années 1980 marquent l'arrivée de nouvelles sensibilités comiques en France comme en Italie, avec moins de burlesque physique et plus de sophistication satirique, moins de clowns flamboyants comme Aldo et plus d'anti-héros introspectifs qui explorent les failles de la société avec une ironie mordante. Pour un artiste dont toute la persona repose sur des gestes exagérés, une fanfaronnade bruyante et une théâtralité pleine de charme absurde, ce virage culturel est difficile à négocier, comme un danseur habitué au pas de claquettes forcé de s'adapter au ballet moderne. Maxion continue de travailler avec persévérance, apparaissant dans des films comme Le Cow-boy de George Lautner, où il tente un rôle plus nuancé dans une comédie western parodique, ou Aldo et Junior, une tentative de buddy movie avec le jeune acteur Rémi Laurent, où il joue un père excentrique essayant de se reconnecter avec son fils. Mais ces films peinent à trouver leur public tant sur le plan commercial que critique, les spectateurs qui riaient autrefois aux éclats face à ces pitreries physiques trouvant désormais ces personnages un peu datés, comme des reliques d'une ère révolue où l'humour était plus direct et moins cérébral. Même le public français, longtemps fidèle à cette fusion italo-française que Maxion incarnait avec brio, se tourne progressivement vers de nouvelles stars comme Thierry Lhermitte avec son humour sophistiqué dans Les Bronzés, Coluche et son franc-parler engagé, ou plus tard l'absurde raffiné de Jacques Villeray et le cynisme irrévérencieux de Jean-Marie Bigard. Aldo la classe, le dragueur fanfaron à la démarche outrancière et aux phrases toutes faites qui faisaient hurler de rire, devient une relique attachante mais dépassée, un souvenir chaleureux plutôt qu'une force actuelle.
En 1986, il joue dans Pizza Connection, une comédie musicale extravagante se déroulant dans l'univers loufoque de la pizza italienne, avec des décors stylisés et des numéros chantés qui tentent de fusionner son humour physique avec des éléments musicaux. Malgré l'ambition du projet, le film échoue à retrouver le tempo comique qui faisait autrefois sa force irrésistible, les critiques le jugeant forcé et anachronique, comme un vieil ami qui raconte les mêmes blagues usées. À la fin de la décennie, Aldo Maxione prend la difficile décision de ranger le costume de son alter ego légendaire, Aldo la classe, avec sa poitrine bombée et sa fanfaronnade ridicule, est mis au placard, laissant l'homme né Aldo Maxione à Turin en 1935 face à un vide existentiel profond. Sans ce masque qu'il a défini pendant des décennies, les directeurs de casting ne savent plus quel rôle proposer à un acteur dont l'identité entière s'est confondue avec un archétype comique unique, comme si son talent était indissociable de cette persona exubérante. Il tente un discret retour dans les années 1990, multipliant les apparitions dans des séries télévisées mineures et des spectacles de théâtre locaux, où il retrouve un peu de la magie des planches de ses débuts, mais même la nostalgie a ses limites, et les ovations se font plus rares, plus polies que passionnées. En 1991, le célèbre dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, lui rend un hommage touchant en le caricaturant sous les traits d'un soldat romain vaniteux dans Astérix et la Rose et le Glaive, avec cette démarche maxione inimitable qui fait sourire les lecteurs. L'image est à la fois une reconnaissance affectueuse et un aveu discret que l'homme est devenu une caricature de lui-même, figé dans le temps comme un personnage de bande dessinée. Sa dernière apparition au cinéma se fait dans Travaux. On sait quand ça commence de Colin Serrault, où il incarne un carreleur vaniteux et sans talent, un rôle ironiquement en écho à son propre déclin, avec des scènes où son humour physique rencontre une mélancolie sous-jacente qui rend le personnage plus humain, plus touchant. Il reste drôle, mais l'humour est désormais teinté d'une douceur amère, comme un clown qui rit pour ne pas pleurer. Les rires tonitruants ont laissé place à des sourires discrets et à un sentiment persistant de perte, comme si Aldo sentait le rideau se fermer doucement sur sa carrière. Dans les années 2010, Aldo Maxione s'éclipse presque entièrement du paysage médiatique, choisissant de vivre dans le sud de la France, loin des scènes mythiques de l'Olympia ou des plateaux parisiens animés. Lors de rares interviews accordées à des amis fidèles, il évoque le passé avec une franchise désarmante mais sans amertume, comme un vieux sage qui a vu les hauts et les bas du spectacle. « Je suis un clown triste », avoue-t-il un jour, un clown conscient que son heure de gloire est révolue, mais qui chérit encore les échos des applaudissements dans son cœur. Et pourtant, dans les compilations YouTube qui resurfacent ses meilleurs moments, les vieux scopitones granuleux qui capturent son énergie juvénile, et les rediffusions télévisées qui font revivre ses films cultes, une jeune génération redécouvre parfois Aldo Maxione, ce sourire en coin, cette démarche ridicule et cette allure inimitable qui survivent non comme une tendance éphémère, mais comme les échos d'un temps où la comédie était grande, exubérante et joyeusement absurde, un temps où un simple faux pas pouvait faire basculer une salle entière dans l'hilarité. En 2010, à 75 ans, Aldo Maxione, l'icône comique autrefois incontournable du cinéma français et italien, n'est plus apparu dans une production majeure depuis plus d'une décennie. Il est devenu un souvenir nostalgique pour une génération plus âgée, associé aux rediffusions granuleuses sur les chaînes câblées et aux coffrets DVD poussiéreux qui Gathering Dust sur les étagères. C'est pourquoi sa décision soudaine de participer à La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité française tournée dans une réserve animalière en Afrique du Sud, stupéfie aussi bien les fans loyaux que les observateurs du milieu du showbiz, comme un retour inattendu d'un fantôme du passé. L'émission réunit un mélange éclectique d'anciennes stars, de célébrités de tabloïds et de provocateurs médiatiques en herbe, mais Aldo n'est comme aucun d'eux, il n'est pas là pour relancer une carrière musicale ni pour créer un scandale viral, mais simplement par curiosité, et peut-être un peu par solitude, cherchant un dernier frisson d'aventure dans un format qu'il n'aurait jamais imaginé à ses débuts. Dès son arrivée, avec ses lunettes de soleil emblématiques et sa démarche lente mais toujours théâtrale, il ressemble davantage à un grand-père bienveillant qu'à un candidat affamé de gloire. Les plus jeunes participants, comme le célèbre autopromoteur Michael Vendetta, l'ancien acteur d'Alerte à Malibu David Charvet et l'ex-Miss Paris Kelly Bochanko, ne comprennent guère qui est cet Italien au charme suranné, mais il ne faut pas longtemps pour que son humour d'un autre temps les conquiert tous. Son accent italien prononcé, ses manières raffinées et ses remarques comiques spontanées font de lui une présence réconfortante dans un cadre conçu pour susciter les tensions et les drames artificiels, un oasis de calme au milieu des querelles. Les candidats viennent souvent lui demander conseil ou simplement fuir les disputes incessantes de la ferme, trouvant en Aldo un mentor inattendu qui dispense des anecdotes de ses années folles avec une sagesse amusée.
Mais la télé-réalité repose sur l'inconfort et les épreuves physiques, et la ferme célébrité ne fait pas exception. Les tâches incluent le soin aux animaux sauvages, les travaux agricoles sous un soleil brûlant et la vie en plein air sans le confort des hôtels 5 étoiles qu'Aldo connaissait autrefois. Pour un homme qui n'a jamais été un athlète, même à son apogée, ses exigences se révèlent rapidement trop lourdes, le laissant grimaçant en trayant des chèvres, toussant après avoir nettoyé les enclos ou allongé après quelques minutes de labeur épuisant. Au 7e jour, il en a assez, je ne peux plus continuer, confie-t-il à la caméra, la voix tremblante mais toujours teintée d'un humour irrésistible, une semaine ici et maintenant il me faut 4 semaines chez le médecin pour me remettre. Son départ n'est pas perçu comme un échec lamentable, mais comme un adieu digne d'une légende du cinéma, un moment émouvant qui touche le cœur des téléspectateurs. TF1 diffuse un montage poignant de ses meilleurs moments dans l'émission, accompagné de la chanson classique Ti amo d'Umberto Tozzi, et les autres participants pleurent ouvertement, reconnaissant en Aldo une figure paternelle qu'ils n'attendaient pas. Les téléspectateurs envahissent les réseaux sociaux de messages d'affection et de nostalgie, transformant son exit en un phénomène viral qui ravive l'intérêt pour ces films anciens. C'est un adieu à plus qu'une émission de télé-réalité, c'est en quelque sorte la dernière révérence publique d'Aldo Maxione, un clap de fin d'ouamer sur une carrière qui a illuminé des générations. Dans un rebondissement digne de ses meilleurs gags cinématographiques, son dernier acte est de nommer Michael Vendetta comme nouveau chef de la ferme, un choix controversé qui plonge le groupe dans un chaos hilarant et fait la une des journaux le lendemain. Comme si Aldo ne pouvait s'empêcher de laisser derrière lui une touche de spectacle, même en partant. Après la ferme célébrité, Aldo Maxione se retire presque totalement des médias, refusant interviews et apparitions publiques, laissant les lettres de fans sans réponse, comme un acteur ayant tiré sa révérence. La biographie Aldo Maxione, La classe, Flammarion, 2015, préfacée par Claude Lelouch, dresse le portrait d'un homme fier mais marqué par l'oubli rapide de l'industrie. Il vit comme un vieux ours, note le journaliste Gilles Bottineau en 2017, reclus à Saint-Paul-de-Vence, fuyant les projecteurs. Âgé de près de 90 ans, Aldo savoure une vie paisible dans ce village des Alpes-Maritimes, entouré de vignes. Il décline les invitations à des festivals, convaincu que son temps est révolu, malgré une santé fragile mais un esprit vif. Sa femme Nathalie, pilier depuis les années 1960, l'accompagne avec tendresse, partageant blagues et souvenirs dans l'intimité de leur maison. Leur mariage a résisté aux tempêtes de la gloire et des périodes creuses. Pourtant, son passé reste vivant. La 7e compagnie attire encore des millions à la télévision, et sa réplique « Chef, j'ai glissé, chef » résonne dans les cafés et les cours d'école. Sur YouTube et les forums, une nouvelle génération redécouvre cet artiste unique, symbole d'une comédie exubérante et insouciante. Quel est votre moment préféré d'Aldo Maxione? Partagez-le en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires de légendes du cinéma.